Ben oui, les plantes terrestres n'ont pas toujours existé, hein. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu de plantes terrestres, et en fait, tant que les algues n'ont pas trouvé des champignons pour faire des mycorhizes et arriver à vivre sur Terre, parce que c'est ça l'histoire, eh ben, il n'y avait que des espèces de croûtes microbiennes, comme il y en a par exemple sur le béton qui est là, hein. Vous voyez, vous avez l'espèce de pissure, bon ben là il y a des microbes qui vivent. Mais il n'y avait pas de sol, parce que des croûtes microbiennes comme ça, quand elles s'épaississent, elles sont emmenées par la pluie. Il n'y avait pas de sol. Parce qu'il n'y avait pas de racines pour les retenir, il n'y avait pas de champignons pour retenir le sol, il n'y avait pas une grosse production de matière organique pour commencer à former le sol. Et les sols, ils sont apparus avec les plantes terrestres il y a 470 à 400 millions d'années. Et ils sont apparus avec des conséquences absolument phénoménales. Bon, bah d'abord, vous comprenez bien qu'ils sont apparus en lien avec l'apparition des plantes, hein. Une fois qu'il y a eu des sols, on a pu avoir des plantes plus grosses, parce qu'il y avait plus de ressources à exploiter pour les racines. Du coup, ça fait plus de matière organique et plus d'altération, donc les sols sont devenus plus grands, les plantes sont devenues plus grosses, et puis on a mis en place les écosystèmes terrestres tels qu'on connaît. Mais il n'y a pas toujours eu des plantes sur Terre. Bon. Et à ce moment-là, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est que comme il y a des plantes plus grosses sur Terre, et qu'il y a de la matière organique qui est stockée dans le sol, ça fait autant de CO2 en moins dans l'air. Mais il y a pire, en termes de CO2 dans l'air. C'est que comme il y a plus d'altération des roches, d'accord ? Comme parce qu'il y a du sol qui retient l'eau et des racines et des micro-organismes qui commencent à vraiment altérer les sols bien plus que les petites croûtes microbiennes qu'il y avait avant, vous relarguez du calcium, vous relarguez du magnésium qui repart par les rivières jusqu'à la mer. Vous me suivez ? Et là, qu'est-ce qu'il fait le calcium ? Eh bien, il précipite avec des carbonates et ça donne des calcaires. On a un bond de la production géologique de calcaire à cette époque-là, et ce calcaire, il emmène au fond de l'océan le calcium qui arrive de l'érosion des granites, des basaltes par les plantes, mais il emmène aussi des carbonates, et les carbonates, vous savez que c'est en équilibre avec le CO2. Donc quand vous emmenez les carbonates au fond, eh ben, il y a du CO2 qui re-rentre pour remplacer les carbonates. Et en fait, c'est du CO2 que vous balancez au fond quand vous faites du calcaire. Donc il y a eu deux façons dont l'apparition des sols, et en fait des plantes terrestres, hein, mais c'est vraiment les deux doigts de la main, ont changé la quantité de CO2. La première, c'est qu'il y a eu plus de matière organique sur Terre, donc moins de CO2 dans l'air. Et la deuxième, c'est qu'il y a du CO2 qui s'est trouvé enfoui beaucoup plus que d'habitude sous forme de calcaire. Et donc, on a refroidi le climat. Et ça débouche, ça, au Dévonien, sur une gigantesque glaciation, parce que le système se prend les pieds dans le tapis, et il fait très très froid, et là, évidemment, du coup, il y a moins de photosynthèse, il y a moins de végétation, et la température remonte, parce que du coup, il y a plus de CO2 qui peut ressortir du système, notamment avec l'altération des calcaires, et puis avec la respiration des organismes qui consomment la biomasse. Donc, alors, c'est intéressant parce que ça montre que la biosphère, c'est pas un truc bien organisé, hein, c'est un foutoir absolument complètement merdique, et régulièrement, il y a des crises organisées par la vie. Oui. En l'occurrence, le début de l'existence des sols, ça a été quelque chose qui a refroidi le climat. Mais ça n'a pas cessé, hein, le climat n'a pas cessé de se refroidir. Alors je sais bien que, vu d'aujourd'hui, vu de l'épisode anthropique aujourd'hui, c'est paradoxal, mais en fait, l'histoire de la biosphère, depuis qu'elle est plante sur Terre, c'est un refroidissement continu. Continue, en moyenne, avec des oscillations énormes, mais continue. Alors, attention, quand on prend du CO2 pour faire de la matière organique, le sous-produit, c'est de l'oxygène. Ben oui, hein, c'est la photosynthèse. Donc, si vous avez beaucoup de matière organique dans vos sols et dans vos plantes, vous avez beaucoup plus d'oxygène dans l'air. Vous y êtes ? Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est quand apparaissent les sols et les plantes terrestres qu'on commence à atteindre les 10-18% d'oxygène dans l'air. Et notamment quand on passe le seuil des 12% d'oxygène dans l'air, on commence à pouvoir entretenir un feu. Il n'y avait pas de feu sur Terre avant, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Le feu apparaît avec les sols et les plantes terrestres. Et on le voit très bien dans les fossiles, il y a 400 millions d'années, on a les premiers incendies. Et aujourd'hui, les incendies sont dans les écosystèmes spontanés, la fréquence de retour des incendies, c'est 20 à 50 ans. C'est quelque chose d'ordinaire dans les écosystèmes spontanés, les incendies. Contrairement à ce qu'on pense, la foresterie et la gestion des forêts réduit la fréquence des incendies. Donc vous voyez, le feu apparaît. Et puis comme il y a plus d'oxygène, il y a des gros animaux qui vont commencer à pouvoir vivre, parce qu'un gros animal, il faut le déplacer, donc il faut respirer beaucoup, donc il faut avoir beaucoup d'oxygène.
C'est là qu'apparaissent des grands poissons prédateurs, des gros poissons prédateurs, ils datent de cette époque-là dans l'eau. Et dans l'air, il va y avoir assez d'oxygène pour faire assez d'énergie pour se tenir droit. Oui, parce que se tenir dans l'eau, vous savez, dans l'eau, on se tient tout seul avec la poussée d'Archimède. Mais dans l'air, pour se déplacer et se tenir, ça demande beaucoup plus d'énergie. Oui, mais ça va être possible parce qu'il va être possible de respirer plus puisqu'il y a plus d'oxygène. Et c'est là que nos ancêtres sortent de l'eau. Oui, c'est une histoire de sol aussi. Alors, je sais que c'est du sol vu très large, mais c'est quand même utile de rappeler ça, que le sol est un maillon d'une construction qui fait intervenir d'autres maillons, bien sûr, mais d'une construction qui fait le monde moderne, mais au-delà même des sols et de la bouffe. Bon. Ok, donc finalement, voilà, c'est comme ça qu'on arrive sur Terre. Alors, ce qui est marrant, c'est que par contre, dans le sol, et ça va faire la transition avec le deuxième point dont je veux vous parler, je vais reparler de verre. Mais avant de reprendre un verre, je vous propose que... C'était un essai, hein. Je voudrais vous parler du peuplement des sols. Les sols, ils n'ont pas été peuplés que d'organismes qui sont sortis de la mer ou de l'eau douce, et puis qui ont vécu sur Terre et se sont installés dans les sols. Il y en a quelques-uns comme ça. La taupe. C'est un organisme, enfin, ses ancêtres, ils étaient vraiment terrestres, quoi. Ils étaient aériens, je veux dire, au sens où ils étaient sur le sol. Mais il y en a des tas qui sont sortis directement de l'eau de mer. Alors il y a les pauropodes, il y a les... Bon, ça, c'est pas des groupes très très excitants. Il y a les amibes. Alors ça, je reparlerai des amibes tout à l'heure. Et puis, il y a les vers de terre. Si vous réfléchissez bien, le groupe des annélides, on le voit jamais sur Terre. C'est un groupe qui est... Bon, il a une peau toute molle, il sèche facilement, et c'est un groupe qui n'est pas du tout adapté à être à l'air libre. Hein. Mais par contre, il a pu sortir de l'eau, où il y a énormément d'annélides. 700 millions, c'est ce que dit Marcel. Oui, bon, mais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, moi, je connais pas les données fossiles, mais pourquoi pas. En tout cas, mais il sort directement de l'eau, il va dans les sols. Du coup, 700 millions, ça me paraît un peu vieux. Il faudrait qu'on parle de ça, mais bon, de toute façon, ils sont probablement sortis très très vite, parce que le sol, c'est plus humide. Ça, je dis tout le temps ça à mes étudiants. Quand on sort des racines ou des échantillons du sol, il faut tout le temps les mettre dans l'eau, parce que dans l'air, ils sèchent. Et régulièrement, mes étudiants sortent des trucs, ils bavardent avec leurs voisins, ils le regardent, ils sortent leur trouve des sections, ils bavardent avec leurs voisins, ils reviennent faire le montage sur la petite racine, et après, ils appellent, ils disent « Monsieur, moi, on voit rien ». Ah oui, c'est tout sec. Et être dans les sols, hein, c'est moins risqué de sécher. Vous risquez de sécher moins souvent et moins fort. Bon. Donc voilà, il y a des animaux marins dans les sols. Alors je dis ça un peu de façon provocatrice, mais il faut quand même comprendre que les sols, ça a été un compartiment qui a pu être colonisé directement à partir de l'eau. Bon, notamment par les vers. Alors après cette histoire que nul, même les plus vieux d'entre nous n'ont pas connue, la sortie des eaux, en fait, des écosystèmes actuels, je voudrais vous parler un petit peu de vers. Alors, presque tout a été dit, mais il y a toujours des trucs à rajouter. Et alors, mon but n'est pas de rajouter ce qui manque, parce que c'est plutôt d'élaborer sur ce qui a été dit quelques petites remarques. Alors, d'abord, rendons-nous au segment 11, qui est le segment de... Alors, on va voir si c'est pédagogique, la théâtralité. Segment 11. Oui, moi j'ai noté segment 11. Qu'est-ce qui se passe dans le segment 11 ? Mais attention, parce que je parle de l'anatomie du lombricus terrestris. En fait, c'est différencie des espèces de vers de terre en fonction de la répartition dans leurs segments de leurs fameux organes. Donc, segment 11, je ne sais pas ce qu'il y a. Sur le lombric. Segment 15, il y a les ovaires. Segment 15... Non, je ne vais pas parler de sexe. Tu ne vais pas parler de sexe. La spermathèque, segment 9. J'ai peut-être mal noté, hein, parce que moi j'ai appris ça ce matin. Le jabot, Oui, c'est ça, le jabot. Enfin, le gésier. Là où il y a les petits grains de sable. Ah, alors ça, c'est le J'ai mal noté 11 mixeur broyeur. parce que si ça se trouve, C'est le gésier broyeur. le gésier broyeur, Augustin, celui qui qui est en aval du jabot, si j'ai bien compris, Oui. en aval du jabot, et qui contient des petits grains. Oui. Alors, et bon, ça c'est clair, hein, c'est comme la poule, là tu l'as très bien dit. Quand on a un corps mou, même avec des muscles, hein, pour broyer, il vaut mieux avoir des choses qui font meule, et donc, votre ver de terre, il avale des grains de sable. Bon, il avale des grains de sable, et il avale de la matière organique. Comme je le rappelle souvent, en fait, quand il avale de la matière organique, il y a énormément de choses dans cette matière organique qui ne vont pas être digestes pour lui, un peu comme pour vous d'ailleurs. Et en réalité, ce qui est le plus digeste, bon bien sûr, dans cette matière organique, il y a quelques petites choses qu'il peut digérer, mais ce qui est le plus digeste, c'est les microbes qui sont en train de la bouffer, cette matière organique. Donc,
il avale de la matière organique dont on retient dans un coin de la tête qu'en fait, il ne va pas pouvoir tout y digérer, il va en digérer une partie et puis digérer les microbes qui sont dessus, parce que ça, c'est beaucoup plus facile à digérer. Bon, alors, en fait, il y a une autre chose qui mangent, alors surtout ceux, effectivement, qui circulent de bas en haut, les anéciques. Il faut bien comprendre que la matière organique, surtout quand elle a commencé à se décomposer, elle est très riche, et plus elle se décompose, plus elle est riche en ces substances, parce qu'elles sont difficiles à décomposer, plus elle est riche en tanins. Alors, d'accord, les tanins pour les viticulteurs, c'est quelque chose de sympathique, mais en réalité, il y a tanins, et puis il y a concentration et concentration. Les tanins, ça fout la chiasse. Et si vous avez des doutes là-dessus, allez manger de l'herbe, allez manger des fruits pas mûrs, donc riches en tanins, avec des fortes astringences, des fortes amertumes, et vous verrez, c'est assez prédictible comme manip, ça. Bon, on a tous été jeunes à bouffer tous les fruits qu'on pouvait, parce qu'on était déjà trop contents, même si la prune n'était pas mûre, d'avoir réussi à la chipper. Hein. Alors, ces tanins, en fait, il y a une façon de les inerter. Je fais une petite parenthèse. Les Corses et les Indiens de Californie ont trouvé une façon de faire ça pour les tanins des glands. Vous savez que les glands, c'est de la farine, c'est de l'amidon, c'est super bon, on peut faire des préparations avec, sauf que c'est plein de tanins et c'est toxique. On a tous des histoires de chevaux intoxiqués, parfois à mort, pour avoir bouffé trop de glands. Bon. Alors, donc, vous voyez que les tanins, c'est pas bon. Hein. Ça s'attaque pas d'ailleurs qu'à la digestion, ça peut aussi s'attaquer aux reins et au foie, et donc, c'est des saletés, quoi. Comment font les Corses et les Californiens pour manger des glands de chêne? Alors, sachant que ils n'ont pas pris l'option qu'on a pris aussi en Turquie, qui est de domestiquer des chênes et de les sélectionner pour qu'ils aient plus de tanins dans les glands. Bon, ça, c'est une solution. Mais non, les Corses et les Californiens, ils font de la farine dans laquelle ils mettent 10 à 20% d'argile. C'est le principe du smecta. Les argiles, ça a des capacités absorbantes énormes. D'ailleurs, il me semble que ça, entre vous, utilisent la bentonite, non? Oui. OK? Pour descendre tout un tas de trucs. Eh bien oui, et parce qu'en fait, l'argile, ça a des propriétés qui la rendent affine à plein de choses. Et donc, c'est le principe du smecta. Quand vous prenez de l'argile, ça absorbe tout un tas de trucs. Les particules virales, si vous avez une gastroentérite d'origine virale, les toxines, et notamment les toxines microbiennes produites si vous avez une gastroentérite de type bactérienne. Vous y êtes? Donc, une fois qu'on a bien mélangé tout ça et bien trituré, en fait, les tanins s'accrochent à l'argile. Et c'est ce que font les vers de terre. Ils mangent aussi de l'argile. Quand vous regardez la crotte du ver de terre, il n'y a pas que de la matière organique et des petits morceaux de sable. Il y a aussi de l'argile. Qu'est-ce qu'il vient faire là, cette argile? Eh bien, il est activement prélevé comme anti-tanin. Ce qui montre à quel point, d'ailleurs, le ver de terre n'est pas tellement... l'amide n'est pas tellement tenté par les particules végétales, parce qu'elles contiennent des toxines, quoi, pour lui. Oui. Et d'ailleurs, ça nous explique pourquoi dans les crottes, dans les turicules, on va retrouver de la matière organique. C'est qu'il y a tout ce qu'il n'a pas digéré, notamment tous les tanins qui sont scotchés sur l'argile. Les tanins scotchés sur l'argile, ça porte un autre nom. Complexe argilo-humique. Mais oui, c'est ça, c'est le complexe argilo-humique. C'est une grande partie du complexe argilo-humique. Bon, et alors donc aussi, les vers de terre, hein, tu l'évoquais, ils font du brassage. Ce sont des agents, alors au moins les anéciques, ce sont des agents qui vont permettre finalement dans le sol, de faire circuler la minéralité qui est libérée par l'altération des roches d'une part, et la partie de la minéralité, notamment l'azote, qui provient de l'attaque, parce que de l'azote il n'y en a pas dans la roche, hein, la minéralité, ou les ressources minérales qui proviennent de la minéralisation, de l'attaque de la matière organique en surface. Et donc, ils touillent. Est-ce que c'est les sols à touiller? Touiller, c'est-à-dire à mélanger ce qui s'est produit au fond par l'altération des roches et ce qui s'est produit au-dessus par l'attaque de la matière organique. Effectivement, ils mélangent tout ça. C'est les sols à mélanger. Comment ça se passe en forêt où il n'y a pas beaucoup de verre? Alors, il y en a un peu. Hein. Il y a quelques épigées, et puis il y en a qui circulent quand même un petit peu, c'est les anchytréides. Alors, ça ne fait pas du grand mélange, mais... pour le coup, il n'y a quand même pas beaucoup de verre. Qu'est-ce qui brasse en forêt? Ah oui, alors, ça c'est sûr que le gibier... Ouais. C'est les racines. Mais ça c'est surtout maintenant où il y a des fortes pressions de gibier, c'est pas forcément... Ça arrive, hein, par parenthèse d'ailleurs, hein, avant qu'on foute le bordel, c'était des aurochs, c'était des bisons, c'était des rhinocéros, oui.
et des mammouths. Hein. Bon, on a tout bouffé, donc maintenant, il ne reste plus que les aurochs domestiqués, c'est les vaches. Et donc, il y a toujours eu un labour, effectivement, par certains animaux qui vont chercher des choses souterraines en hiver. Mais ça, c'est anecdotique. Les oiseaux. Bref, les taupes, il faut qu'il y ait des vers pour qu'il y ait des taupes. S'il n'y a pas de vers, il n'y a pas de taupes. Donc les taupes, c'est une sorte de surenchère sur le brassage des vers. Non, c'est le truc qu'on oublie tout le temps, et c'est toujours ce qu'on oublie parce que ça fait tellement partie du paysage qu'on ne le voit plus. Pourtant, on ne voit que ça dans le paysage. Non. Oh, il peut y avoir des insectes dans le sol qui font ce travail, c'est vrai. Mais massivement, c'est pas ça. Mais oui, les végétaux, ils prennent des ressources minérales sous terre et les parties mortes retombent sur terre avec les restes de ces parties minérales. Alors, ça n'a pas la puissance des vers de terre, mais si vous n'avez pas de vers de terre, il ne reste que ça. Et en forêt, il n'y a que ça. Parce que les vers de terre, là, ils sont calmos. En plus, et c'est là que vous voyez que c'est très subtil, le travail du végétal. Finalement, peut-être même plus subtil que celui du ver de terre, pardon, c'est qu'ils font des racines. Et les racines, c'est de la matière organique. C'est-à-dire des choses venues de la surface qui sont injectées dans le sol. Et quand je dis injectées, c'est les racines fines, il y en a absolument partout. Hein. En fait, le tiers de la masse de la plante est sous terre. Et quand vous arrachez, vous avez que les racines majeures. Si vous regardez la pauvreté des racines que vous arrachez, et que vous dites que vous devriez avoir un tiers de la biomasse de la plante sous terre, vous imaginez qu'en fait, les racines, c'est les racines fines. Et il y en a partout. Et ça, c'est injecté dans le sol parce qu'à un moment, ça meurt. Les racines fines, elles exploitent le sol à un endroit, puis quand il n'y a plus rien à bouffer, soit elles peuvent grandir pour aller chercher plus loin, et la racine fine devient une grosse racine surmontée de racines fines un peu plus loin, soit il n'y a vraiment plus rien à bouffer, et elles meurent. Et en fait, vous avez un très très grand renouvellement des racines fines, et donc ça fait du carbone qui est déposé en profondeur, et puis qui est laissé à l'attaque des microbes. Vous y êtes ? Et alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup de vers de terre en forêt ? À cause des tanins ? Alors, c'est à cause des tanins et d'histoires très compliquées qui se trouvent... d'ailleurs, je vais mettre les flyers avec mes bouquins, comme ça, la réponse se trouve dans un des bouquins. Si vous les lisez tous, vous trouverez la réponse. Mais effectivement, c'est une histoire de tanins. En fait, c'est ça, c'est une histoire de tanins. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, le fonctionnement est différent. Et c'est des sols moins brassés, et donc c'est des sols moins fertiles. Oui, parce que le brassage, c'est quand même bon pour la fertilité, et les vers de terre font plus pour le brassage que les plantes. Mais les plantes sont les brasseurs, si j'ose dire, habituels. Et là, j'en arrive à un point complètement méconnu, et quand je l'ai découvert, j'avoue que j'ai été un peu surpris. En Amérique du Nord, quelqu'un peut compléter à propos des vers de terre? En Amérique du Nord, il n'y a pas de vers de terre. Ah, il n'y en avait pas. Parce que, évidemment, il y a des vers de terre d'Asie et d'Europe. En fait, vous savez, l'Asie et l'Europe, c'est les deux bouts d'un seul et même continent, hein, mais donc ils sont arrivés par les deux bouts. Il y a des vers de terre qui se sont introduits, dont des lombricidés. Et bien, je vais vous dire, là-bas, c'est une pure catastrophe. Et moi, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle va me permettre d'arriver à une conclusion plus philosophique après. Dans ces écosystèmes, évidemment, alors il y a un léger brassage par certains insectes, il y a des aseptivères qui existent, qui brassent un peu, mais franchement, c'est des sols calmes. Qui brassent, surtout, c'est les plantes. Et d'ailleurs, du coup, c'est des sols pas forcément très très riches, d'accord ? Bon, ils poussent quand même des choses dessus, c'est pas la cata, mais ils sont moins riches que des sols à vers de terre. Vous balancez les vers de terre là-dessus, alors là, ils réussissent incroyablement. En fait, c'est des espèces invasives. Mais les plantes locales ne sont pas habituées à la bousculade que représente. Alors, c'est pas un bulldozer à travers la maison tous les jours, un ver de terre. Hein, d'accord ? C'est juste une moto qui rentre à toute vitesse dans votre salon tous les jours. Mais c'est quand même pas terrible pour les racines. Vous y êtes ? Et donc, ça crée de gros problèmes parce que les plantes n'y sont pas adaptées. Et qu'est-ce qui va réussir du coup ? Les plantes venues d'Europe et d'Asie. Donc ça aide à l'invasion par des plantes de chez nous. Et puis comme ça enrichit les sols, ça remplace complètement les plantes de milieux pauvres qui étaient celles de ces écosystèmes par des plantes de milieux plus riches. Des plantes de milieux plus riches américains ou malheureusement de milieux plus riches européens. Je ne sais pas si vous connaissez l'alière, Aliaria peciolata, qui est plutôt une plante forestière. Je connais des zones aux États-Unis où il n'y a que des alières sur des hectares. Je les ai vues. Il n'y a que de l'Alaria peciolata. Et puis alors elle est haute comme ça. Hein. Oui, parce qu'elle est arrivée sans ses pathogènes. Donc elle se porte très bien. Alors, chez nous, c'est une petite plante forestière, de bord de forêt, de lisière, haute comme ça, quoi. C'est une crucifère que je vous recommande d'identifier parce que ces jeunes pousses,
permettent de faire d'excellentes omelettes, avec un petit goût d'ail et d'oignon. Bon voilà, donc vous voyez que les vers de terre, ça peut être une catastrophe. Et là, il y a plusieurs leçons à tirer. La première leçon, enfin la mauvaise leçon, ce serait de dire il faut tuer tous les vers de terre. Hein. Bon, on est d'accord. Il faut pas. C'est quoi cette végétation pauvre dont tu parlais, Oh, bah, si vous allez au Canada, hein, c'est cette végétation faite dans les meilleures conditions d'érable, dans les moins bonnes conditions de sapinette, donc d'épicéa et de sapin. D'accord ? Et bon, c'est des végétations qui ne sont pas habituées à la perturbation. Voilà. Alors ça nous raconte plusieurs histoires. La première histoire, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. Ce qui est bon ici n'est pas forcément bon là-bas. On ne peut pas croire au terroir et penser qu'il y a une seule solution appliquée partout. Ça, c'est vraiment fort comme idée. Le ver de terre ici est une bonne solution parce que en fait, on est dans des écosystèmes qui ont toujours fonctionné comme ça. Mais c'est pas une bonne solution partout. À chaque lieu correspond une dynamique, un fonctionnement différent, et donc doivent correspondre des gestes différents. Oui, je pense que vous croyez tous au terroir, parce que dans la viticulture, c'est quelque chose de pivot. Hein. Ben, si on croit au terroir, on ne peut pas penser qu'il y a de solution universelle. Et on retrouve cette fameuse loi qui est que toute généralité est fausse. Je vous laisse le méditer. Alors, donc, il y a cette notion de terroir, et il y en a une autre notion qui est la notion de local. En fait, nos écosystèmes sont le produit d'une évolution, et tous les habitants, en fait, ont évolué dans ces conditions, et ils sont à la fois compatibles avec le fonctionnement de l'écosystème, ils ne le foutent pas en l'air, parce que sinon ils ne seraient plus là, et ça ne veut pas dire qu'ils sont bons pour l'écosystème, mais ça veut dire que ce qu'ils font est à la fois utile et néfaste, mais dans des proportions restreintes. Ils sont adaptés à ces écosystèmes, et donc à la fois, ils sont compatibles avec le fonctionnement de ces écosystèmes, mais en même temps, comme leurs ancêtres ont vécu là pendant longtemps, tous les événements rares qui arrivent dans ces écosystèmes, un gel décennal, une sécheresse centennale, vous y êtes ? Ben, s'ils sont là, c'est que leurs ancêtres ont survécu un jour ou l'autre à ça. Et donc ils sont non seulement capables de vivre là ordinairement, mais aussi capables de passer au travers des accidents qu'il peut y avoir dans ces écosystèmes. Je vais vous donner un exemple. Sur les côtes de mon île en Bretagne, à Belle-Île, on a des problèmes de prolifération d'une plante introduite du Cap, on appelle les doigts de sorcière, un Mesembryanthemum. Hein, ça fait des espèces de doigts verts, hein, et puis des grosses fleurs roses ou jaunes, ils sont très très jolis avec plein de pétales. C'est beau comme tout, sauf que ça recouvre tout. Sauf que c'est sensible au gel. Alors Belle-Île est un des endroits de France où il gèle le moins, mais il gèle quand même une fois tous les 10-15 ans. Bon, c'est une île, hein, donc au milieu de l'océan, le gel, tous les 10-15 ans, c'est ratiboisé. Puis ça revient. Et vous voyez, ça revient. Ça met du temps à revenir, mais il y a des gens qui les replantent parce qu'ils trouvent que c'est dommage qu'on n'en voit plus, alors que c'était beau. C'est aussi comme ça que ça revient. Hein. Oui, les gens se sont habitués à ça dans le paysage, en fait. Alors, tout ça pour dire que, vous voyez, c'est aussi la célébration du local. Ce qui est local, c'est adapté. Et ça, on va s'en servir un peu plus loin dans notre propos. Dernière remarque à propos des vers de terre, il y a un truc qui est très toxique, notamment pour les lombricidés, pour les œufs de lombricidés, c'est le glyphosate. Et là, je tiens vraiment à insister là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut sortir du glyphosate en toute hâte, hein. Il faut sortir du glyphosate d'une façon qui ne mette pas en péril nos exploitations agricoles. Ok ? Mais par contre, sur le fait qu'il faille en sortir, je crois qu'il n'y a pas de doute. Le glyphosate tue les lombricidés, notamment les œufs, hein, moins les adultes. Le glyphosate tue les champignons mycorhiziens, surtout les spores, probablement moins les mycéliums. Vous y êtes ? C'est la seule fois où je prononcerai le mot de mycorhize aujourd'hui. Mais le glyphosate, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la vie des sols. Alors souvent, les gens me disent, moi j'ai eu des engueulades mémorables avec François Mullet, que vous connaissez sans doute, qui me dit « mais on s'en fout de ton histoire là, moi quand je fais de l'agriculture sous couvert avec du glyphosate, ça marche beaucoup mieux, mes sols vivent beaucoup plus ». Et oui, quand j'appuie sur le bouton du 2e étage, en partant du rez-de-chaussée, j'arrive plus haut. Mais il y a des boutons au-dessus. Pourquoi pas essayer d'aller au 5e ou au 8e ? On est d'accord que la perturbation majeure est le labour. Et aussi l'absence de couvert. Et l'agriculture sous couvert résout ça. Mais il y a encore une marge de progression si on arrive à trouver, il faut le faire lentement, avec des solutions locales, sans se précipiter,
et de façon économiquement soutenable, il faudra se passer du glyphosate. Vous savez, on a nourri l'humanité entière, même si, à cause de problèmes de distribution, il y a quand même des gens qui ont eu faim, mais on a eu de quoi nourrir l'humanité avant le glyphosate. Ok ? Il faut le méditer. Alors vous me direz, on est plus nombreux maintenant. Bon. En tout cas, pour moi, le glyphosate n'est pas une option. Si on veut un sol vivant, c'est sans glyphosate à terme. Et en attendant, faisons ce qui permet aux exploitations de ne pas avoir des complications, des problèmes, en plus de ceux qu'elles ont déjà. Ok ? Pas d'oukase, des solutions. Tiens, où est le grand programme national de recherche sur comment sortir du glyphosate ? Alors, on ne va pas discuter la Macronie, hein, mais la Macronie, c'est la gesticulation sans les moyens au niveau de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes idées qui fusent et qui retombent sur le bitume. Parce qu'effectivement, les problèmes soulevés ne sont pas simples, ok, et ils demandent que la main dans la main des filières et des chercheurs trouvent des solutions. Alors sur ce propos hautement politique, je reviens à la fin de mon paragraphe sur les vers de terre en vous disant que les vers de terre sont un des exemples de choses qui nous disent qu'il faudra sortir du glyphosate, même si une agriculture sous couvert avec glyphosate, c'est déjà mieux qu'une agriculture labourée avec glyphosate. On est d'accord. Peut-être ça appelle, avant que je passe au paragraphe suivant, qui est sur la porosité des sols. Alors, ce sera différent. Peut-être vous avez envie de réagir ou des questions, dites-moi. Non ? Quand vous dites glyphosate, il n'y a pas que le glyphosate qui revient, parce qu'il y en a qui remplacent le glyphosate par des produits encore plus nocifs. Donc, du coup, c'est tout les phytos qu'il faudra mettre dans la place. Alors oui, sous réserve d'analyse des phytos, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours eu un gros mille paquets sur l'impact environnemental des phytosanitaires. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même des molécules à trouver qui ont un impact moindre ? Vous y êtes ? On est content de prendre passer le glyphosate. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les doses au strict minimum. Et donc déjà, c'est déjà mieux, je pense. On en est une tête. Mais ensuite, le problème, c'est que sinon, souvent, on utilise des produits sur son agricole. Ah oui, mais non, non. C'est très très nocif qu'on retrouve 20 ans dans le sol. Je ne dis pas que dans l'armoire à pharmacie, il n'y a pas des trucs plus graves. Hein. Et je ne dis pas non plus qu'il faut en sortir avant d'avoir trouvé soit des pratiques alternatives, et ça peut se décliner selon les régions. Après tout, il y a... Alors on l'évoquait là, hein, il y a des régions où on peut compter sur le gel pour bousiller une plante qu'on aura semée et qui est sensible au gel. On peut rouler, il y a des gens qui brûlent aussi. Bon, j'aime pas tellement, mais là je parle en général et pas dans la vigne, parce que dans la vigne, brûler c'est... Non. Il y a des gens qui font passer du bétail. Et dans la vigne, avant le débourrage, on peut faire passer des moutons, hein, c'est jouable. Enfin, surtout si la vigne est haute, on disait à l'instant que chez vous, vos vignes sont peut-être pas très pratiques pour ça. Je connais des gens qui lâchent des poules dans la vigne aussi. Je ne dis pas que ces solutions sont celles qu'on appliquera ici. Et puis peut-être qu'il y aura une solution chimique hein, qui n'aurait pas encore été explorée. Et donc il faut explorer tout ça avant de sortir du glyphosate. Mais à terme, ce n'est pas une bonne chose, le glyphosate. Mais la hâte non plus. Mais moi, ce dont j'ai peur, là je vais vous parler sincèrement, ma crainte pour l'agriculture, c'est qu'on découvre à un moment que le glyphosate, c'est vraiment pas possible pour des raisons qui sont que finalement l'homme, il n'est pas très loin d'un cocon de vers de terre, et que là, on vous dise du jour au lendemain, non, on l'arrête. Et là, on sera bien en mal du programme de recherche qui aura trouvé le remplacement. Alors, je voudrais vous parler un peu de porosité, parce qu'effectivement, un des effets des vers de terre, c'est de faire des trous. D'abord les trous de leur galerie, et puis vous avez vu quand ils font caca, là, leurs tortillons, leurs turicules, c'est quand même pas bien compacté. Hein. Les turicules entre eux ménagent des trous, c'est la fameuse structure grumeleuse des sols à vers de terre, et puis même à l'intérieur du grumeau, il y a des trous, quoi. Enfin, ils font pas de la crotte compactée, ils font ça en vrac. Et donc la porosité, c'est une des choses sur lesquelles agissent les vers de terre. Et vous savez que la porosité, elle permet le passage des fluides, c'est-à-dire le passage de l'eau, mais aussi le passage de l'air. Et en parlant de porosité, là je vais dire des choses qui vont peut-être vous paraître extrêmement élémentaires, mais je vais en avoir besoin pour ce qui suit. Il faut avoir en tête qu'il y a deux types de pores, les gros et les petits. Les plus petits sont ceux qui sont capables de retenir l'eau, par capillarité. Exactement comme quand vous mettez un mouchoir dans du café, un mouchoir, surtout un mouchoir en cellulose, l'eau elle monte. Alors elle monte pour deux raisons. Elle monte parce que la cellulose s'affine pour l'eau,
comme c'est de l'eau noire, en plus on voit le noir qui monte, c'est très beau, mais aussi parce qu'il y a plein de petits trous entre les fibres et puis dans les trous. La capillarité, c'est que les petits trous attirent l'eau et la retiennent. Et ça, c'est génial, parce que c'est ça qui fait la réserve hydrique des sols. Bon. Mais il faut aussi des gros trous. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi de l'air. Et les gros trous, ils ont cet avantage que l'eau n'est pas retenue dedans, elle s'en va, et c'est les trous qui permettent de respirer. Et donc, une porosité, elle doit être équilibrée entre des petits et des gros trous, mais surtout, il faut que les trous restent. Le trou de ver de terre, alors il est un peu gros, hein, lui, c'est plutôt un trou pour l'air et le passage de l'eau qu'un trou pour retenir l'eau. Le trou de ver de terre ou le caca de ver de terre, c'est bourré de matière organique. La matière organique, le mucus du ver de terre, ou encore, pour son trou, ou encore la matière organique qu'il y a dans les crottes. Et la matière organique, c'est quelque chose, c'est gluant, on parlait de mucus, on parlait de morve, c'est quelque chose qui tient les morceaux. Et donc, quand vous avez de la matière organique autour, à la limite du trou, c'est quelque chose qui va rendre ces trous plus résistants à l'écrasement, plus résistants simplement à l'éboulement, quoi. Vous y êtes ? C'est un peu comme quand on boise une galerie de mine. C'est plus stable. Alors ça ne veut pas dire que ça finit pas par s'écrabouiller, mais... Justement, en plus de savoir, quand j'ai compris ça, le lombricien qui monte et descend, l'anécite, il a une galerie. Il ne voyage pas. Normalement, il vit toute sa vie dans un même terrier. Oui. Donc en fait, il passe son temps à remonter sa crotte et à construire ses parois. Et voilà. Et pour lui, effectivement, la matière organique qu'il y a dans la paroi, c'est quelque chose qui va directement, fonctionnellement, maintenir son terrier. Ça structure sa galerie. Alors que les trous dans les crottes, bon, ça c'est des trous accidentels. Mais il ne voyage pas. Donc tu parlais ça permet vraiment... Il a un bon bilan CO2 alors. Et comment il fait pour se reproduire vu qu'il ne voyage pas pour 3 personnes? Ah bah, et non, mais on n'en parlera pas, je vous ai expliqué, il sort de terre, il se renifle, tout, il fornique, et hop, ils redescendent chacun dans leur trou. Ouais, il fait ça avec les voisins, quoi. Il fait ça avec son voisin. L'intérêt est de bien entouré. Hein. Et si on en trouve au sol, comme ça, ils ont un problème, c'est que leur galerie est inondée, ou ils ne peuvent plus rester dans la galerie. En principe, ils restent dans la galerie. Et cette galerie, une fois de plus, hein, là, le dépôt de matière organique a vraiment un rôle dans le confortement, la stabilisation de cette galerie, puisqu'elle est permanente. Mais même ceux des vers qui n'ont pas des galeries permanentes, qui sont des vers fouisseurs, ils laissent de la matière organique au passage. Et ces trous-là, ils sont confortés. Alors, ça, c'est une grande différence avec les trous liés au labour. Parce qu'un des avantages du labour, c'est de faire des trous qui laissent l'air pénétrer. Et d'ailleurs, ça augmente la respiration des microbes et ça fait que les sols agricoles perdent de la matière organique beaucoup plus vite que les autres. Ça permet à l'eau de circuler, mais les trous obtenus ne sont pas des trous stabilisés. Et ils s'effondrent. Et ils s'effondrent plus, c'est-à-dire que la porosité obtenue est moins stable que la porosité obtenue sinon. Et donc, entre les particules d'argile, par capillarité, ils gonflent quand il fait humide et puis ils dégonflent quand il fait sec. D'ailleurs, on les voit, ils se craquellent. Hein. Bon, alors les sols argileux, ils sont géniaux parce qu'ils se décompactent tout seuls. C'est-à-dire que si les trous s'effondrent, de toute façon, quand ils gonflent, ils vont occuper un certain volume, puis quand ils vont dégonfler, ça va faire des craquelures, visibles à l'œil nu ou non, et ils vont d'eux-mêmes générer de la porosité. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la chance d'être sur ces sols-là. Alors, si on est sur des sols sableux, et pour le vignoble, c'est pas aberrant d'ailleurs, hein, sur des sols sableux ou extrêmement caillouteux, bon voilà, on a une porosité de base, hein, qui est la porosité due au grain de roche, grain solide, bon. Et si on est sur des sols limoneux, par contre, c'est un petit peu plus problématique, vous le savez, parce que ces sols-là gonflent peu, et du coup, ils dégonflent peu, et donc, qu'est-ce qui fait des trous dans les sols s'il n'y a pas d'argile ? Ou des trous spontanés, comme dans un sol sableux, mais c'est quand même un cas particulier. Et c'est le vivant. Alors, qui fait des trous ? On a vu les vers. On a vu les racines. Ben oui, parce que quand une racine meurt, sa matière organique est attaquée, il y a beaucoup moins d'eau localement, elle se contracte, elle disparaît, et ça laisse des trous. Donc les plantes font partie des choses qui font des trous. Et en plus, les racines fines, ça fait des petits trous. Et des petits trous communicants. Bah oui, parce que la racine, c'est un trou allongé, quoi, que ça laisse. Un petit trou communicant, pour retenir l'eau, c'est du tonnerre. Et c'est une des raisons qui fait que, certes, la vigne enherbée, il y a une concurrence pour l'eau. Oui, il y a une concurrence pour l'eau parce que le couvert
entre les rangs, il va pomper de l'eau au moment à l'été où il n'y a pas trop d'eau. Mais, en fait, il y a plus d'eau pour tout le monde. Parce que, il y a ces fameux pores liés au couvert, d'accord ? Plus éventuellement tout le sol vivant qui l'accompagne, et je vais revenir sur les autres acteurs. Mais petit 2, il y a aussi plus de matière organique, celle des racines mortes et tout, et la matière organique est une des choses qui retient l'eau. Ça peut augmenter la capacité de rétention de l'eau de 2 à 10%. Alors, c'est pas énorme, mais ça fait quelques jours de plus de tolérance à une sécheresse. Donc oui, il y a une concurrence, mais il y a quand même plus d'eau quand il y a un couvert entre les rangs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau qui est retenue. C'est ça le truc. J'ai une question. Oui, Je me permets. bien sûr. J'ai une question justement sur l'enherbement. Est-ce qu'on a des mesures qui savent mettre en avant la quantité d'eau qui est captée par la rosée due à un enherbement annuel? Alors oui, là ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a un effet rosé et que la condensation de la rosée se fait bien plus sur un couvert végétal que sur la terre. Je ne connais pas, moi, de travaux qui estiment, c'est ce qu'on appelle les précipitations occultes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goutte d'eau qui tombe, mais vous avez de l'eau qui arrive au sol, par condensation. C'est l'effet de rosée. Vous savez que le minimum de température se situe vers 4-5 heures du matin. Et à 4-5 heures du matin, éventuellement, il fait tellement frais que votre air peut comporter moins d'eau, puisque l'air comporte d'autant plus d'eau qu'il est chaud. Et donc, vous avez le fameux point de rosée à 4-5 heures du matin. Alors, j'ai pas de quantification, j'ai pas de chiffres, là je sais pas. Je sais que ce mécanisme existe, mais vous avez raison, il ajoute encore, mais là j'ai pas de chiffres, et je sais, en particulier je ne sais pas vous dire si c'est significatif. Et si c'est un apport significatif ou si c'est un détail. Pour rebondir sur la question qui a été posée, Mais c'est malin, hein. Covès a fait une petite vidéo sur ce propos, estime, en fonction de la hauteur du couvert, de la densité, jusqu'à 30 mm de restitution sur une semaine. Une période où l'air est humide. Je sais que c'est très important parce que je connais des îles, notamment des îles pas trop élevées aux Canaries où il n'y a pas de précipitation parce que justement elles ne sont pas assez élevées pour que l'air se refroidisse assez en passant au-dessus. Donc, et qui ont une végétation assez abondante, justement parce que quand même l'air se refroidit un peu et elle travaille par condensation. Et j'ai des écosystèmes aux Canaries où on est sur 90% de l'eau qui arrive sous forme de précipitation occulte. Mais c'est pas le vignoble du Beaujolais ou de la Champagne. Du coup, là, dans vos écosystèmes, je ne sais pas vous répondre. Et donc, Hervé dit 30 mm sur l'année, c'est ça ? Oui, en fonction du période estivale, c'est le taux d'humidité dans l'air. Bon. Notre problème, c'est que dans le changement climatique actuel, les périodes de canicule, on ne pourra pas compter sur la rosée. Même en ayant les plantes sur lesquelles se condenserait l'eau, on n'a pas le refroidissement qu'il faut. Pour compléter, pour illustrer un peu, nous on bosse avec des apiculteurs qui nous expliquent que quand il y a des couverts sur les sols, ils peuvent se passer d'apporter de l'eau à leurs abeilles, parce que justement la rosée amène suffisamment d'eau pour toute la commune. Ton tact. Oui, vous en savez plus que moi en fait. Méditez ça parce que... Oui, pardon. Je m'appelle Amélie, je travaille pour le label Botanique. C'est un label qui travaille... Et je serais preneur, si ça a été écrit, ou s'il y a des données quantifiées, je suis Il n'y a preneur. pas de quantification, c'est savoir des agriculteurs qui recherchent des agriculteurs qui ont des couverts végétaux. D'accord. Alors, l'échange qu'on vient d'avoir, en fait, illustre un des problèmes que j'ai souvent, c'est qu'il y a des observations qui existent, qui sont très, très sans doute pertinentes, mais avant, moi, d'en faire des éléments de mon propre discours, j'ai besoin, en gros, j'ai besoin d'avoir une diapo, quoi. Même si j'en ai pas passé aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien quantifié, de bien charnu, et c'est encore un des points où souvent on a besoin que les scientifiques travaillent avec des gens de la pratique, c'est qu'il y a des tas d'observations qui demandent à être validées, mesurées exactement, quantifiées, avant qu'on puisse en parler sérieusement. J'ai trop de collègues qui font des généralités d'une chose qu'ils n'ont pas mesurée dans différents environnements et sur lesquels on n'a pas de recul. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut dire qu'ils s'aventurent. Et comme ils s'aventurent auprès de gens qui prennent des risques en gérant, en fait, ils s'aventurent, mais c'est pas eux qui prennent les risques. Donc là, par exemple... Oui, d'accord, ok. Oui, je suis un peu long, hein, c'est ça. Donc, dans ces 10 minutes, je voudrais... Ah oui, et dans les ports, je voudrais vous parler des ports d'un groupe d'organismes qui est vraiment très méconnu, c'est les amibes.
Les amibes, c'est des organismes du sol. Alors, on peut y aller maintenant, on est entre gens qui connaissent les bactéries, les champignons, les vers de terre. Il y a les amibes aussi qui font des trous dans le sol. Dans la vie du sol, c'est très important. Les amibes, c'est assez gros. Ça fait 10 à 100 fois la taille d'une bactérie. Et d'ailleurs, ça mange en avalant des bactéries. Et à la fois, en se déplaçant, ça fait des très petits trous, mais ça fait des trous comme les vers de terre. Et bien, en fait, c'est des trous erratiques, parce que ça se balade pour bouffer. Donc, en gros, c'est une cellule déformable, elle se glisse entre deux objets, puis elle les écarte, et puis elle continue comme ça, et ça laisse des trous derrière. Et puis c'est un peu gluant, donc ça laisse des trous englués, les fameux trous stabilisés. Et les amibes, elles ont aussi un autre rôle majeur, et je ne vais pas être très long là-dessus, c'est qu'elles mangent des bactéries. Et en fait, comme vous et moi, quand elles ont mangé, elles font pipi. Donc en fait, sur ces bactéries qu'elles ont mangées, elles vont rejeter de l'azote et du phosphate. Et ça, c'est très important parce qu'elles limitent la compétition entre les bactéries et les plantes. Oui, les bactéries peuvent aussi manger de l'azote et du phosphate. Si vous laissez faire, les bactéries elles sont plus efficaces que les plantes. Il devrait y avoir que des bactéries et pas de plantes, ce qui n'est pas durable. Oui, mais comme les bactéries se font brouter par les amibes, une partie de l'azote et du phosphate des bactéries est remis à disposition dans le pool commun. Et donc, cette espèce de frein sur les bactéries permet de limiter la compétition entre les racines et les bactéries du sol pour l'azote et le phosphate. C'est pas beau, ça? Et bien, tout ça, c'est un groupe encore complètement méconnu des gens, et c'est un groupe majeur. Dernier point. Comment maintenir nos sols vivants? Alors, vous avez compris que, et je ne vais pas revenir là-dessus, le labour, c'est pas la meilleure solution, sauf cas particulier. Et surtout pas de façon récurrente. Le couvert végétal, ça a plein d'avantages, notamment pour nourrir les champignons mycorhiziens, pour injecter de la matière organique dans le sol qui va nourrir la vie. Bon, on a compris ça. Maintenant, je voudrais commenter une chose qui, moi, m'inquiète beaucoup. On voit apparaître aujourd'hui dans le commerce des tas de choses pour gérer les microbes du sol. En gros, ces produits relèvent de deux catégories. Et quand je dis ça, je m'expose. Parce qu'en fait, là, quand je dis ça, je perds 70 à 80% des invitations à faire des conférences payées. D'accord? Il faut que vous réalisiez ça. Ce que je suis en train de vous dire, là, ça me coûte cher. OK? Si je voulais... Ouais, ça va finir par se savoir. Si je voulais faire la pute, je serais aux côtés de ces gens-là. Ou le gigolo, d'ailleurs, parce que je ne vois pas pourquoi on prend un exemple féminin pour ça. Alors, premier volet, les diagnostics. On vous propose de faire la liste des microbes de votre sol. On vous propose de venir Alors, on fait ça aussi pour d'ailleurs votre microbiote du tube digestif. Il y a ça dans les laboratoires médicaux. On vous propose de faire la liste par des prélèvements et des techniques de biologie moléculaire comme celles qu'utilisent mes équipes à Paris ou à Gdansk. On regarde tous les microbes qui sont là en regardant quels ADN sont là. Et on vous rend la liste. Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas un microbiologiste qui saura vous dire ce que vaut cette liste. Pourquoi? Parce que, un, il y a des tas de microbes dont on ne sait pas ce qu'ils font. Et deux, l'ADN, il peut venir des microbes ou des spores et des formes d'attente du sol. C'est comme si vous regardiez les végétaux qui sont quelque part en comptant aussi ceux qui sont à l'état de graines. C'est intéressant. Mais dans ce qui fonctionne à un moment donné, ceux qui sont à l'état de graines, ils ne sont pas là. Vous y êtes? Oui, donc déjà, voilà un produit fallacieux. Et le deuxième produit fallacieux, alors là, peut-être je vais froisser certains d'entre vous, c'est tous les cocktails de microbes à introduire, les EM, les Environmental Microbes, ou les cocktails de mycorhiziens qu'on vend dans le commerce. Pourquoi? Pourquoi c'est fallacieux? D'abord parce qu'on a peu de recul technique, on n'a pas justement, dans l'échange qu'on avait, on a des données éparses qui indiquent d'ailleurs des effets extrêmement variables pour les EM, qui vont du positif à rien du tout. Mais on n'a pas beaucoup de données sur ce que ça fait. Par contre, je vais vous dire un truc. Ces EM, c'est en général des trucs venus d'Asie. Alors moi, j'ai rien contre les Asiatiques. Je trouve que c'est très riche d'avoir des échanges avec des populations différentes quand on est un homme, mais quand il s'agit d'introduire des microbes exotiques, ça me rappelle que ça pourrait ressembler à l'introduction des vers de terre en Amérique. Eh oui. Ça pourrait ressembler à l'introduction des vers de terre en Amérique. En fait, c'est de la graine d'introduction d'organismes invasifs. Non, mais en fait, ça a une concurrence avec des bactéries qu'il y a déjà dans ce sol. Alors en plus, le problème, c'est qu'on a déjà, nous, des ressources, et ça, je vais y revenir, mais je peux le dire tout de suite, l'Atlas des bactéries du sol de France, par exemple, qui est paru il y a quelques années, là,
montrent très bien que même dans les sols agricoles les plus matraqués, il y a toujours une très grosse diversité. Le problème, c'est que le nombre d'individus s'écroule. Alors ça, c'est le début de l'extinction, mais on n'en est pas à une extinction massive dans les sols. Donc il suffit, en fait, de réveiller la belle au bois dormant de ce qui reste. Voilà. Mais surtout, moi, je vois que beaucoup de champignons mycorhiziens qu'on vous propose à la vente, d'abord, on ne sait pas s'ils conviennent sur votre culture, et on sait très bien qu'il n'y a pas de solution universelle. D'une plante à l'autre, c'est pas les mêmes microbes. Et deuxièmement, ils sont exotiques. Donc, les diagnostics, peut-être, laissez ça aux scientifiques. Les introductions de microbes, peut-être, mais faisons un petit peu de recherche avant. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Ça fait quand même 3000 ans qu'on sait gérer les microbes fixateurs d'azote. Vous savez, les bactéries qui transforment l'azote de l'air en azote organique, et puis après décomposition, ça fait du nitrate, de l'ammonium. Mais ça fait plus de 5000 ans qu'on les manipule. Comment on les manipule? Comment est-ce que les agriculteurs romains, ou des Andes d'ailleurs, qui utilisaient des aulnes, eux plutôt, comment... Je viens de donner la réponse. Comment ils faisaient? Est-ce qu'ils achetaient des EM chez Truffaut? La réponse est... Ben non. Truffaut ne vendait pas encore de EM. Non, mais pour être plus sérieux, en fait, ils plantaient des plantes qui, en fait, abritent sur leurs racines, alors des aulnes pour les andins, des columelles nous parlent, alors, ils nous parlent du cities, et alors, on s'arrache les cheveux pour savoir qu'est-ce que c'était qu'il appelait le cities, mais clairement, ils plantaient des légumineuses, quoi. Vous y êtes? Eh bien, la solution, elle est là. Vous êtes dans la partie du vignoble. En cave, c'est pas vrai. En cave, vous êtes des microbiologistes. Mais dans la partie vignoble, vous êtes des agriculteurs. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent au sol et ils touchent aux plantes. Eh bien, continuez. Continuez. Trouvez les gestes qui font que ce qui s'est toujours passé sans EM, sans inoculation, sans diagnostic moléculaire de la diversité microbiologique du sol, ça a fonctionné pendant 400 millions d'années quand même, cette histoire. Retrouvez, essayez de trouver par certains gestes ce qui vous remet sur cette logique. Oui. Et donc c'est un conseil de bon sens. Ce conseil de bon sens, il est de bon sens aussi par rapport à autre chose. Les microbes qu'on inocule, outre le fait qu'ils sont exotiques, c'est toujours rester dans une logique d'intrant, dans une logique où on se dit il y a besoin de petites roues pour que ça marche. Peut-être il y aura toujours besoin de rajouter des choses. On exporte de l'azote et du phosphate, il faut le remettre, par exemple, d'une façon ou d'une autre. Bon. Mais il faut limiter ces instants. Et là où c'est aussi de bon sens, c'est que pour le budget de l'exploitation, tout ça n'est pas gratuit. Donc, moi je vous recommande plutôt, si vous voulez absolument gérer vos microbes, de chercher ces quelques boîtes qui aujourd'hui en France, alors je vais pas donner le nom mais je pense à une en particulier, mais ces quelques boîtes qui aujourd'hui en France vous proposent de venir chez vous, de prendre votre sol, ensuite dans des bacs ils cultivent des plantes qui augmentent la quantité de champignons mycorhiziens et ils vous rendent votre sol et en fait vous inoculez vos microbes locaux que vous avez boostés. Et notamment vos mycorhiziens locaux, c'est ça surtout l'idée, que vous avez boosté. Et vous êtes dans le local, dans ce qui est adapté aux variations rares, dans ce qui est compatible avec la vie locale par ailleurs, parce que ça fait des millions d'années qu'il en est ainsi, et vous évitez d'introduire des saletés. En fait, il faut savoir rester agriculteur, parce que c'est quand même vachement plus efficace que d'être microbiologiste. Et pour terminer, je voudrais terminer par une page de publicité. Alors j'ai amené un flyer pour mes livres, voilà, sur mes livres. Vous n'êtes pas obligé de vous faire chier, il y a aussi des vidéos sur Internet, vous n'êtes pas obligé de vous faire chier à les lire. Et puis je vais vous annoncer deux choses. D'abord, on a publié avec un jeune dessinateur belge talentueux, Mathieu Burnia, une BD sur les sols, qui s'appelle Sous terre, c'est paru chez Dargaud. Vous souririez, je pense, en le lisant, parce que c'est pour un public large, mais il n'y a pas de mauvais public pour parler de ça. Et je pense qu'en particulier, parler à nos concitoyens de ce que sont les sols, c'est les préparer à être les clients de vos pratiques, c'est préparer la demande de ça. Et la deuxième chose, c'est que donc en septembre, je sors un bouquin qui s'appelle L'origine du monde. Et l'origine du monde, c'est... La femme. Et merde, toujours cette histoire-là. C'est vrai, il y a ça aussi. Non, c'est le sol. Voilà, et donc rendez-vous en septembre si vous voulez. Je ne sais pas si on a vraiment le temps pour des questions, parce que j'ai été très bavard. 30 minutes. Vous restez encore 30 minutes et après il faudra qu'on vous ramène. D'accord, mais vous avez autre chose à faire que de m'écouter de toute façon. Mais si, on a que ça à faire là, en tout cas pendant 30 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est que
Jérôme va pouvoir interagir avec vous pour vous présenter ce qu'on fait, parce que je pense que vous n'avez pas eu l'occasion trop de voir précisément ce qu'on fait. Donc,